J'ai pas vraiment de questions, j'ai une attente, moi, parce que j'adore, il y a une période que j'adore, comme tout le monde d'ailleurs, c'est pas très original, dans l'histoire, c'est la Renaissance. Et j'ignorais, avant de vous écouter, que nous vivions une deuxième Renaissance et qu'on ne connaissait pas notre chance. Est-ce vrai ? C'est vrai, Jean-Marie. Bonsoir à tous. Merci à Bernard Covin, merci à toute la formidable équipe de la Cité de la Mer pour ce que vous nous offrez ce soir et depuis très longtemps et de ce que vous allez continuer à nous offrir. Oui, on vit une période formidable, on est bien né parce que la période que nous vivons, ça ne s'est pas produit depuis 40 générations depuis la Renaissance. On rentre dans un nouveau temps de l'histoire qui va générer de nouvelles manières de voir, d'avoir et d'être. Et ça, c'est source d'optimisme. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont nés à plein dans cette génération, nos jeunes, sont absolument formidables. Ils ne sont pas comme moi qui essayeront de faire des gestes écolos, mais qu'est-ce que c'est laborieux, eux, c'est naturel. Donc les choses vont évoluer certainement dans le bon sens. J'ai envie de partager 2 confidences ce soir. D'abord, un doute positif. Ça fait, j'ai calculé, parce qu'on fait le bilan, je ne vais pas ressortir des choses que j'ai évoquées, j'ai envie de partager des choses que je n'ai peut-être pas dites. La première, c'est que je me demande si on est nombreux à se battre depuis des années à partir d'une phrase qui nous a traumatisés, une phrase du grand marin, du plus grand marin, avec James Cook, allez, soyons honnêtes et fair play, Éric Tabarly, qui disait « La mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage ». Et ça fait 20 ans qu'on se dit « Mais il faut que la France se tourne vers la mer ». Et depuis 9 mois, j'ai un doute profond. Je me demande si ce n'est pas l'inverse qu'il faut faire. Si ce n'est pas à la mer de se tourner à l'intérieur de la France. Je donne 2 ou 3 éléments. Aujourd'hui, tout passe par conteneur. Aujourd'hui. Mes étudiants ont montré que 2 conteneurs sur 3 qui arrivent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Si vous prenez la région PACA, c'est pire encore. C'est 1 conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Et en fait, la région de France la mieux reliée à la mer, c'est pas Cherbourg, c'est même pas Le Havre, c'est même pas Marseille, c'est l'Alsace-Lorraine. C'est vrai, là, c'est pas un canular, malheureusement. Plus on se décale de la Lorraine, de l'Alsace-Lorraine, moins nos entreprises peuvent être compétitives, parce qu'il y a un surcoût à l'import, il y a un surcoût à l'export. Si vous prenez un frigo, le coût de transport du frigo entre Anvers et Rennes, au nord de la Loire, c'est 300 fois plus cher que le coût de transport de ce même frigo qu'entre Shanghai et Anvers. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une politique maritime, c'est pas de se tourner vers la mer, mais ça serait de faire rentrer la mer à l'intérieur des terres. Le Havre et Marseille sont des cul-de-sac aujourd'hui. Et nos ports régionaux ne marchent pas parce que nos 2 grands ports ne fonctionnent pas. Donc problème de compétitivité pour l'entreprise, problème d'émissions de CO2. Parce qu'il faut voir les réalités. Un porte-conteneur, je ne prends pas le plus grand porte-conteneur, je prends un moyen porte-conteneur. 16 000 conteneurs, ça fait 8 000 camions, ça fait 97 km à la queue leu-leu, et si vous respectez le code de la route, ça fait 234 km. Donc nos émissions de CO2, elles sont considérables parce que nos ports ne marchent pas. Et en plus, ça provoque, et on a bien vu un certain nombre de cris d'alerte dans le pays depuis quelque temps, ça provoque une désertification parce que nos régions à l'intérieur des terres ne sont pas reliées sur le littoral. Donc on voit que tous les paradoxes de la société qui éclosent un peu partout, manque de compétitivité, émissions de CO2, même accidentologie routière, problème de désertification, procèdent du fait que nous n'avons pas une politique maritime qui n'est pas simplement développer la pêche ou autre chose, qui est une politique d'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut qu'on change d'approche. Cessons de dire « tournons-nous vers la mer ». Il faut que la mer innerve Clermont-Ferrand, Limoges, etc. Ça, c'est la première confidence. La deuxième confidence, elle va vous surprendre, mais je vais partager quelque chose qui m'a frappé. Vous savez tous ici que la mer, c'est formidable. J'ai découvert depuis récemment que la mer, c'est encore plus formidable que ce que je pensais. Je travaille dessus depuis 37 ans, parce que c'est presque une philosophie, c'est presque un chemin de vie, c'est presque une école de ménagement de ce truc-là. J'ai eu un dîner sympathique, bien arrosé, et à la fin du dîner, le grand navigateur me dit « Le paradis, j'en ai rien à foutre ». Bon, je dis « Pourquoi ? Si ça existe, ça peut être sympa ». Il me dit « Non, tu sais, je suis breton, excusez-moi, c'est un breton là pour le coup. J'ai été élevé chez les bons pères. » Ils m'ont dit, dans le dernier bouquin de la Bible, à l'Apocalypse, bon, dans la Jérusalem céleste qu'ils appellent le paradis, il n'y a pas de mer. Je me dis « Mais qu'est-ce que ils foutent là-haut ?» Alors c'est vrai, je suis revenu à l'Institut catholique de Paris en demandant de toute urgence à rencontrer des théologiens en disant il y a un grain de sable dans le système. Alors ils m'ont expliqué, non, c'est plus compliqué. C'est en fait que pour les judéo-chrétiens, enfin les religions du livre, la mer symbolise la mort. Donc en fait, non, il peut y avoir une mer au paradis. Et la réponse à notre grand navigateur, c'est le premier livre de la Bible, c'est la Genèse.
Verset 7, le chiffre 7, c'est très intéressant. C'est création d'un espace de vie entre la séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et toute la vie, métaphoriquement, consiste à faire cette traversée maritime, métaphoriquement, pour passer de la rive d'en bas à la rive d'en haut. Donc, alors, on a beaucoup travaillé avec les étudiants, parce qu'on nous a toujours dit, oui, mais la mer, en quoi ça intéresse la religion? Puis d'abord, les trois grandes religions, elles sont nées dans le désert, il n'y a pas de mer. Pourtant, on parle de mer de Galilée, mer de Tibériade, etc. Eh bien, on s'est rendu compte avec les étudiants que la mer, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'elle résume tout le passage précédent, c'est un sas de transition par rapport au passage qui va suivre. Et ça nous montre que la mer, finalement, c'est un espace de vie, c'est le but de chacun, c'est-à-dire la vie est une traversée maritime. Alors, certains diront que ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que justement c'est une traversée maritime. Mais si vous prenez l'importance de la mer, je prends le christianisme par exemple, le poisson est le symbole du christianisme. Le poisson est l'objet, dit-on, d'une multiplication des pains, et il ne faut pas oublier, et des poissons. Le poisson du Christ après la résurrection. Quelle est la seule bestiole qui n'a pas eu besoin de Noé pour sauver ça? C'est le poisson. Et si vous lisez le texte, il n'embarque pas de poisson, autrement, ça a été pour finir dans l'alimentation. Donc c'est quand même intéressant la mer. Bon, 12 apôtres, 4 qui sont dans la pêche. 4 sur 12, est-ce que ça veut dire que 33,33% de la population active à l'époque du Christ est dans la pêche? Non, 7 à 8% seulement. Donc vous avez une surreprésentation théologique. Et on se rend compte que la mer, c'est une philosophie de vie. La vie, c'est quoi? C'est cette traversée maritime. Toute la Bible raconte ça. Ça commence par Moïse. Alors c'est une traversée un peu spéciale parce que, dit-on, c'est à pied sec. Mais vous avez Jonas. C'est une traversée verticale, presque psychanalytique. Alors on ne sait pas si c'est un cachalot, François. En tous les cas, on sait que c'est un gros poisson. C'est pas certain pour autant que ça soit une baleine. Et puis ça continue, et puis ça continue. Donc on voit que quelque part, c'est intéressant. En tous les cas, la mer, il peut y en avoir au paradis. Elle symbolise la mort. Et le meilleur moyen de vous dire que vous êtes arrivé à bon port, c'est de dire que de mer, il n'y en aura plus. Alors après, on est allé voir avec les étudiants du côté des bouddhistes et des hindouistes. Alors la mer, c'est pas du tout la mort, c'est l'illusion. Et pour les hindouistes et les bouddhistes, une vie réussie, une vie accomplie, c'est traverser sa vie sans sombrer dans l'illusion. Et puis on s'est dit, on va finir, après avoir fait les 3 grandes religions monothéistes, l'hindouisme, le bouddhisme, on va s'intéresser à la psychanalyse. Et là, c'est le grand Jung qui a fait peser un de ses étudiants, Salvador Ferenczi, un très bon bouquin, sa thèse qui a été publiée, Thalassa, qui vous dit une vie réussie, parce que pour les psychanalystes, la mer, c'est le subconscient. Donc une vie réussie, une vie accomplie, c'est quitter son port d'attache. Alors en français, c'est génial, c'est l'homonymie complète, c'est-à-dire sa mère M-E-R-E, sans retourner dans son port d'attache, c'est-à-dire dans le giron de maman, et jour après jour, ou plutôt soyons plus modestes, de décade en décade, devenir un individu qui s'engramme, c'est-à-dire qui devient de plus en plus autonome. Donc vous voyez comment, finalement, qu'il s'agisse des 3 grandes religions monothéistes, qu'il s'agisse de l'hindouisme, du bouddhisme ou de la psychanalyse, ils vous disent la même chose. Une vie réussie, c'est une traversée maritime. C'est oser partir. Et un pays qui n'est pas marin, ou qui a la trouille de la mer, ou qui se contente au cabotage, qui n'avance pas au large, c'est un problème. Il faut véritablement maritimiser les esprits. Aimer la mer, c'est aimer la vie. Les marins, même s'il s'agit de voileux, parce que je sais que j'ai affaire à un voileux sur ma gauche, bon, c'est accepter de partir, c'est vraiment vivre à pleine vie. Et la mer, je dirais, au-delà de tout ce qu'elle nous montre, c'est cette formidable symphonie d'émerveillement de la vie, elle nous dit aussi, oser partir sur, dans, sous l'eau. Effectivement, on peut jouer sur différents plateaux. En tous les cas, plus on travaille sur la mer, moi c'est ça qui me fascine, je terminerai là-dessus, je te rassure. Je suis absolument pas inquiet, et en plus, plus on travaille sur la mer... Il te reste un peu de temps. Hein. Ah bah pour une fois, j'étais court. Plus on travaille sur la mer, plus on découvre des choses, c'est absolument formidable, la mer. Voilà, tu vois. Voilà. Quand même, moi j'aimerais bien un petit mot sur ce qui est en train de se passer sur les routes maritimes, parce qu'on parlait de Renaissance, et il semble que la Renaissance ne soit pas totalement française pour ce coup-ci. Ah bah c'est génial pour la France. Il y a 2 pays qui ont la même histoire, c'est la France et la Chine. Enfin, rien que ça, c'est intéressant. Les Chinois ont été encore plus coincés que nous sur la mer. Il n'y a pas eu plus coincé que le Chinois. En 1434, ils interdisent la navigation hauturière. Et aujourd'hui, Jacques l'a magnifiquement dit, ce sont eux qui se jettent le plus sur la mer.
On estime peut-être les activités maritimes de la Chine aujourd'hui à 8,9%, peut-être à 2,4, 2,5 en France. Perfit a tout dit dans un bouquin que vous connaissez, quand la Chine s'éveillera, mais ce n'est pas le bon titre, c'est quand la Chine se jettera à la mer. Et j'ai même découvert récemment avec stupeur que créer une entreprise se dit en chinois se jeter à la mer. Vous voyez, c'est plus du tout les mêmes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus nous visiter, parce que quand vous réfléchissez bien, ils ont inventé l'imprimerie non pas avec Gutenberg en 1448, mais au XIIe siècle. Vous avez des billets de banque au XIIIe siècle. Ils sont 250 millions quand on est 20 millions à l'époque de Louis XIV, et ils inventent entre le XIIIe et le XVe le gouvernail des tambours, la boussole et la poudre noire. Donc ils avaient l'argent, ils avaient la population, ils avaient le savoir. Pourquoi ils ne sont pas venus ? Parce qu'ils étaient dans une stratégie très franco-française d'enfermement, que les spécialistes de la communication de l'époque avaient appelé l'empire du milieu. Mais la Chine, ce n'est plus l'empire du milieu, c'est l'empire de la périphérie débordante. Et le coup le plus génial qui est en train de mettre totalement à plat la géopolitique, c'est les nouvelles routes de la soie, avec même des routes de la soie polaires. Et le président chinois le dit, avant 2049, parce que la date butoir c'est 2049, c'est-à-dire il se veut être à la première puissance mondiale en 2049, nous maîtriserons l'ensemble des flux de la planète et nous dominerons la planète. Et vous en avez un autre aussi qui a tout compris, même si on ne l'aime pas trop non plus, c'est Poutine qui vous raconte que les Américains ont connu le Far West, nous allons connaître le Far North. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle donne géopolitique, qui est plus complexe que la géopolitique, parce qu'on ferait mieux de parler de géoéconomie des flux. Et on a certainement des cartes à jouer et un défi qui est tout à fait exorbitant. Après, je ne veux pas rentrer dans des choses qui fâchent, mais pour revenir à mon impulsion initiale sur nos ports qui ne sont pas reliés à l'intérieur des terres, il s'est passé quelque chose de très grave en juillet dernier. Les Italiens, de manière séparée, sont entrés dans le projet chinois des nouvelles routes de la soie, avec les ports de Trieste et de Gênes qui sont rentrés dedans. Si dans les 5 ans, on ne désenclave pas Marseille, vu que ça va se passer pour Gênes, ça veut dire que tout le sud-est, que Marseille va être plombé, et tout le sud-est avec. Donc on voit qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans une logique de flux pour à la fois créer de la compétitivité, lutter contre nos émissions de CO2, lutter contre la désertification, voire même, pourquoi pas, l'accidentologie, on pourrait en discuter. Quand vous savez que les flux maritimes représentent 82% des flux mondiaux, que le transport maritime a cru de 470%, que nos routes ne pourront même pas absorber le transport maritime qui va se développer, il est urgent de mettre enfin nos ports en état de marche. Dernière petite question, est-ce qu'il y a des signes positifs ? Parce qu'on aimerait quand même ne pas rester totalement dans le noir comme ça. Alors si, c'est formidable, c'est les jeunes. Parce que nos jeunes, ils sont bien, nos jeunes, ils se pensent en termes de flux. Moi, je vois, ils s'intéressent au maritime. On commence à voir la mer différemment. Rappelez-vous, il y a encore 10 ans, 11 ans avant le Grenelle de la mer, la mer, c'était uniquement pour nous parler des pirates ou des marées noires. C'est-à-dire l'univers dont nous viennent nos mots. Mais ça encore, c'est un vieux fond judéo-chrétien. Vous savez, le blé ne pousse pas sur les plages. Donc c'est le territoire, on s'en méfie un petit peu. Aujourd'hui, on commence à voir que la mer, et le Grenelle de la mer l'avait dit, la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, qu'on ferait mieux d'appeler désirable. Donc on a tout pour réussir. On a le deuxième domaine maritime au monde. Il faudrait effectivement une politique maritime, une grande ambition maritime pour la France. Mais je dirais pas avec la France. C'est que la chance de la France, c'est l'outre-mer. Karine Clairaut l'a magnifiquement montré. Et la chance de l'Union européenne, c'est voir la France et son outre-mer. Et en fait, quand vous réfléchissez sur l'Union européenne, qui passe son temps aujourd'hui à détricoter le Brexit, mais ce n'est pas très positif pour les étudiants, on n'a pas le sentiment que quelque chose qui se crée. L'Union européenne, pourquoi est-ce que la Russie, pourquoi est-ce que l'ensemble des blocs s'acharnent contre elle ? Parce que c'est l'ensemble politique qui a le plus grand domaine maritime au monde. C'est l'ensemble politique qui a le plus grand nombre de navires au monde. C'est l'ensemble politique qui a le plus grand linéaire maritime au monde. Et nous n'avons pas de politique maritime européenne. On a tout pour gagner. Ma condition, je dirais, de sortir du court-termisme pour préparer l'avenir. Et la mer nous ouvre de formidables perspectives. Mais peut-être faut-il commencer par maritimiser les esprits, mettre, comme on le fait à la Cité de la Mer, créer un centre d'éducation à la mer, centre européen à la mer. Nos jeunes vont découvrir la mer demain pour beaucoup. Les programmes d'éducation nationale commencent à changer, mais il y a encore 10 ans, une toute petite anecdote sur le Grenelle de la mer. On avait demandé à ce que la mer figure dans les programmes d'éducation nationale. Jean-Louis Borloo écrit à son homologue ministre de l'Éducation nationale, Châtel, qui dit « Oui, c'est une excellente idée, Jean-Louis, on va le faire ». 8 jours après, l'aide du ministre de l'Éducation nationale, écoute, on a regardé avec les inspecteurs généraux, la mer est déjà au programme. On a dit non. On dit si, venez voir. On a fait un petit show. Ils avaient confondu mer et littoral.
C'est-à-dire, pour eux, la mer, c'est ce qui dessine la France, le Cotentin, la Bretagne, etc. Mais on n'avait pas intégré que la mer, c'est, pour la France, 11 millions de kilomètres carrés. Alors depuis, ça a été modifié, le programme de géographie de seconde a été modifié, les conclusions d'Océanide vont rentrer dans les programmes dans 2 ans, donc les choses se mettent en place. Mais c'est dire que la France pense la mer depuis l'intérieur, sans être encore véritablement Jacques Desmériens. Les choses sont en train de changer formidablement, donc moi aussi, je suis totalement optimiste. Merci beaucoup, Christian.